C'est dans cette deuxième année de gouvernance, par l'administration de Projet Montréal, ou si vous permettez, par l'administration Valérie Plante, que nous sommes intéressés au district Saint-Jacques, à son avenir économique et ses relations gouvernementales avec le nouveau parti au pouvoir. En conséquence, je vous présente notre prochain invité. Il s'agit de Robert Baudry, conseiller du district du même nom, dans l'arrondissement Ville-Marie, où nous nous trouvons. Bonjour, M. Baudry. Bonjour. Donc, M. Baudry, selon vous, et j'aimerais vérifier à ce moment vos connaissances par rapport au district, quels sont les intérêts et les valeurs des citoyens qui habitent Saint-Jacques? Saint-Jacques, c'est vraiment un quartier aux multifacettes. C'est très, très intéressant. Juste pour situer les téléspectateurs, ça se trouve entre la rue Papineau, puis ça va jusqu'à Robert Bourassa, du fleuve jusqu'à Sherbrooke. Donc, vraiment, là-dedans, on a des quartiers dans un quartier. On a le quartier chinois, on a Centre-Sud, on a le village, on a le quartier des spectacles, on a le quartier des affaires. Et le Vieux-Port également. Le Vieux-Port aussi également. Donc, vraiment, des identités qui sont diverses. C'est un lieu de destination, certes, parce que c'est le plus gros pays au Québec. C'est là que se trouve le centre des affaires. Il y a du transit de population à tous les jours. Mais c'est aussi un quartier qui est habité et qui est dynamique. Donc, ces valeurs-là, c'est un ancien quartier ouvrier aussi, hein, dans sa partie plus à l'est. Donc, c'est des gens qui sont très engagés. J'y ai travaillé moi-même là, pendant une quinzaine d'années. Donc, des gens très mobilisés, très engagés, mais aussi des jeunes professionnels, des personnes nouvellement arrivées, des gens un peu plus aisés, quand on parle du Vieux-Montréal, qui veulent continuer à vivre un centre-ville avec une qualité de vie. OK, quand même. Et si on regarde, dans le fond, tous les quartiers que vous m'avez donnés, qui sont quand même assez différents, assez distincts, pour vous, quels sont les 3 dossiers que vous aimeriez attaquer ou qui, pour vous, vous semblent prioritaires? Il n'y en a pas juste 3, il y en a plusieurs, mais le plus prioritaire, là, à mon avis, là, en tout et partout pour Saint-Jacques, c'est au niveau des espaces verts. C'est un quartier qui est très minéralisé, qui s'est très minéralisé aussi avec le temps. C'est un centre-ville. Comment on est capable d'amener du vert au centre-ville? On l'a vu l'été dernier, là, des grands pics de chaleur. On a beaucoup d'îlots de chaleur dans le centre-ville de Montréal. Comment on est capable, pour nos jeunes, pour les personnes aînées aussi, d'avoir un centre-ville qui est moins minéral, mais beaucoup plus vert. Donc ça, c'est vraiment une priorité sur laquelle on s'est attardé dans l'année. Après, c'est au niveau du tout ce qui est le vivre ensemble aussi, le développement commercial. C'est le fait qu'on est un quartier qui a énormément de richesses, mais qu'un quartier aussi où il y a des gens qui sont dans un statut plus modeste. Comment on est capable de garder une accessibilité de ces gens-là dans le quartier? Comment on est capable de leur offrir des services aussi de proximité? Donc ça, c'est des questions là, qui ont été abordées. Puis aussi, comment on fait pour travailler les communautés, pour qu'elles travaillent ensemble, pour développer des communautés. Mais ce que j'entends, et peut-être j'extrapole, là, c'est à vous peut-être de me rectifier, mais on dirait que vous faites de la place pour, dans le fond, des familles, plus ou moins. Oui. Est-ce que c'est vraiment le but? Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Puis, dernièrement, j'ai été nommé en plus du développement économique à l'habitation et c'est vraiment une ambition, au-delà de juste Saint-Jacques, c'est l'ambition de notre administration. L'abordabilité est l'ambition de notre administration. Le centre-ville de Montréal s'est développé. Le quartier Saint-Jacques s'est développé, mais on doit aussi développer du logement social, du logement abordable et du logement familial. Pour nous, ça, c'est une priorité. Mais en même temps, dans un centre-ville où est-ce que les logements, excusez-moi, sont relativement chers, les locaux sont quand même dispendieux. Tout à fait. Comment qu'on peut arriver justement à émettre du logement social, du logement abordable? Bien, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on travaille sur une stratégie d'inclusion où, dans le passé, un promoteur immobilier qui développait au centre-ville de façon dérogatoire, il voulait des hauteurs plus hautes, etc., tout ça. Comme la Tour du Canadien. Comme la Tour du Canadien, contribuait au fonds d'inclusion. Puis là, on recevait de l'argent, puis là, on cherchait à développer des logements sociaux et des logements abordables. On voulait s'assurer de faire du logement familial aussi à travers de tout ça. La problématique, c'est que là, il y a de moins en moins de terrain au centre-ville de Montréal. Donc, c'est une explosion de prix. C'est une explosion des prix. Alors, ce qu'on veut faire par cette stratégie d'inclusion-là, c'est de faire en sorte que les promoteurs développent du logement abordable, du logement familial et du logement social au centre-ville de Montréal. Vraiment, c'est une stratégie qu'on a développée, qu'on met en place, qu'on travaille avec l'industrie, on travaille avec les groupes aussi en habitation sur le terrain pour vraiment faire atterrir cette stratégie-là. Et nous, on a l'objectif de créer 12 000 logements, 6 000 social, 6 000 abordables pour tout Montréal, mais on le sait que les besoins au centre-ville se font sentir. L'autre chose aussi, c'est de conserver le parc qu'on a immobilier actuel, le parc de logement social. Donc, comment l'entretenir aussi, s'assurer qu'il est salubre, qu'il est en bonne qualité. On a une équipe de salubrité qui est
à pied d'œuvre. On a mis énormément d'énergie là-dedans dans la dernière année. Donc, c'est quelque chose avec lequel on travaille. On travaille aussi avec les groupes communautaires qui développent du logement, les GRT, les groupes de ressources techniques, Parfait. qui développent des logements sociaux ou familiaux. Parfait. Mais vous, à travers ça, Oui. OK, c'est-à-dire pour 2018, Mhm. qu'est-ce que vous estimez comme une grande réalisation pour votre part? Ah oui. Bien, les grandes réalisations, je pense, si on revient tout à l'heure, bon, Sainte-Catherine est une grande réalisation. On s'entend, là, Sainte-Catherine, le fait d'avoir décidé de complètement changer le paradigme, autant pour le commerce de proximité. Est-ce que vous pourriez être plus précis? Oui, excusez-moi. Oui. Sainte-Catherine-Ouest, il y a un grand chantier sur Sainte-Catherine-Ouest qui touche de Bleury jusqu'à Mansfield là, pour l'instant, mais ça va aller beaucoup plus loin là, dans l'Ouest. Il y a un projet de réaménagement de cette artère-là qui est une artère significative. Sauf que dans l'ancien plan qui était prévu, on conservait le stationnement, donc on ne pouvait pas avoir d'aussi grandes fausses d'arbres, ça veut dire moins de verdissement. On a transformé ça pour en faire une expérience. On a enlevé le stationnement, on a réduit la place de la voiture, mais on a maximisé la place de la nature et la place des citoyens. Mais cependant, selon certains commerçants, Oui. le fait à ce moment-là qu'il y a une difficulté de pouvoir justement livrer leurs marchandises ou les recevoir, également le fait que les gens ne puissent pas venir en voiture, fait qu'il y a une diminution de clientèle et une difficulté de livraison. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, plusieurs études prouvent le contraire déjà. Sur Sainte-Catherine, on a 2 lignes de métro. On a la ligne verte, on a la ligne orange. On a la piste cyclable aussi qui traverse tout l'arrondissement. D'ailleurs, piste cyclable qu'on a sécurisée, la piste cyclable de Maisonneuve, qui permet aussi d'amener des cyclistes sur place. Et de plus, on a énormément de stationnements souterrains. Donc, ça veut dire des stationnements qui sont sous-utilisés les soirs et les fins de semaine parce que souvent sont utilisés par les tours à bureaux. Donc, dans notre optique de réaménagement de cette partie d'artère-là où on retire le stationnement sur rue, on n'enlève pas le stationnement des rues transversales, on retire celui qui est sur rue, sur la rue Sainte-Catherine. On veut maximiser l'utilisation du stationnement souterrain. Par exemple, pendant le chantier, il y a un service de valet qu'on a développé en partenariat avec la SDC Destination Centre-Ville, qui est l'Association des commerçants, pour diriger les automobilistes vers les stationnements souterrains. Les applications peuvent le faire, donc c'est quelque chose qu'on veut développer avec le temps. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est en concurrence avec partout dans le monde. Et ce n'est pas sur un ancien modèle de lieu de destination avec voiture qu'on peut amener des clients, c'est avec une animation. Alors, c'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut amener une expérience particulière pour cette artère-là de la Ville de Montréal. Je serais curieux de savoir, est-ce que vous seriez en faveur à ce moment-là de rendre, et ça a été un projet jusqu'à tout récemment, de rendre Sainte-Catherine une voie piétonne seulement? Bien, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on le sait qu'il y a des besoins de mobilité. Les besoins sont multiples, autant automobiles, cyclistes, piétons. Par contre, la façon dont on la module actuellement, ça nous permet de la piétonniser à certains moments. Donc, vraiment d'avoir quelque chose de modulaire. Quand il y a des événements, comme par exemple ce qu'on a fait sur Sainte-Catherine-Est, on la piétonnise pendant l'été à une certaine période, mais on pourrait la piétonniser aussi à certains événements. La géométrie de la rue telle qu'on va la faire va amener ça. Et aussi, on veut qu'il y ait un transfert modal qui se fasse, que les gens utilisent de moins en moins la voiture, de plus en plus le transport actif et collectif. Il y a le REM qui s'en vient aussi au centre-ville de Montréal. Donc, toutes ces choses-là viennent en ligne de compte. Parfait. Mais on dit aussi à ce moment-là que justement, au niveau du volet du transport, qui est aussi, bon, je peux dire, un des enjeux de Saint-Jacques, Oui. à ce moment-là, que le transport, malheureusement, la ligne verte, la ligne 1, la ligne 2, la ligne orange, elle est saturée. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Bien, que les gens ont raison, c'est saturé de plus en plus, puis c'est triste parce que on a mis des propositions sur la table et quand on parle de la ligne rose, là, quand on est arrivé avec ce projet-là de la ligne rose, ça va avoir un impact économique fort, la ligne rose, parce que il faut pas voir ça comme une dépense, il faut voir ça comme un actif qui nous permet de désengorger la ligne orange, désengorger la ligne verte, permettre d'avoir des gens qui viennent à destination au centre-ville, permettre à plus de gens d'avoir accès plus facilement au centre-ville. Juste une dernière intervention, Oui, si vous permettez. Oui. C'est plutôt une question, on pourrait dire. Pour l'instant, c'est ce qu'on semble entendre, jusqu'à tout récemment, M. Legault ne semble pas en faveur à ce moment-là de disposer de fonds pour la ligne rose. Mm-hmm. Absolument. Effectivement, et ça nous déçoit, mais on continue le travail. On n'est pas dans une optique fermée. L'idée, c'est on a mis en place un bureau de la ligne rose pour étudier les données. OK? Les données, ce qu'on voit, ce qu'on observe. Vous l'avez dit, vous l'avez observé, il y a de la congestion sur la ligne orange. Qu'est-ce qui pourrait être fait
comme technologie, une technologie souterraine, une technologie de surface, etc., tout ça, qui pourrait être fait pour le désengorger. Nous, on croit que la ring rose, c'est une bonne idée. Notre objectif, c'est de le quantifier, c'est d'avoir le plus de données possible pour arriver vers le gouvernement pour lui dire, écoutez, la population de Montréal le demande, on sait qu'au niveau des besoins, c'est présent, puis on peut vous amener vers le chemin pour que ça se fasse. Parfait. Maintenant, on a plutôt, si vous me permettez, explorer les dossiers qui sont un peu plus conflictuels, on pourrait dire, avec l'administration de la Coalition Avenir Québec. Maintenant, est-ce qu'il y a des dossiers qui vont être plus faciles à traiter? Ah oui, il y a plusieurs dossiers, comme par exemple l'Est de Montréal, la revitalisation économique de l'Est, parce que je suis aussi responsable du développement économique. On est sur le même diapason avec le gouvernement du Québec, de dire que pendant des années, l'Est de Montréal a été un peu laissé à elle-même. C'est un ancien site avec des usines pétrochimiques, etc., tout ça, mais il y a des milieux de vie là-dedans. Donc là, le gouvernement vient d'annoncer sa volonté d'investir plusieurs millions de dollars dans l'Est de Montréal. Nous, on est en train de faire un plan sur le territoire aussi pour donner plus d'amour à ce secteur-là, pour développer de l'industrie, mais de l'industrie qui va s'intégrer avec des milieux de vie. Donc, vraiment d'avoir des accès de mobilité, d'avoir une proximité avec la main-d'œuvre pour ces nouvelles entreprises-là, mais que ces entreprises-là se développent selon les principes du développement durable aussi. Transit-oriented development. Absolument. OK, parfait. Mais en même temps, oui, mais plus précisément, si on parle justement du district Saint-Jacques, c'est quoi concrètement? Le district Saint-Jacques, au niveau du district Saint-Jacques, il y a le grand PPU des Faubourgs, dans lequel, parce qu'on le voit, là, il va y avoir des grandes transformations qui s'en viennent. Molson quitte le bord de l'eau. Radio-Canada quitte également. Du moins, déménage juste à côté. Déménage juste à côté, mais je veux dire, il y a tout un gros terrain qui va se faire développer par le groupe MAC, donc de l'habitation. Nous, notre objectif, on a mis en place une grande séance de consultation pour que ces nouveaux intrants-là, puis cette nouvelle réalité-là, redonnent un accès aux Montréalais, aux Montréalaises au fleuve, qu'on puisse avoir plus de verdissement aussi dans ce secteur-là de la ville, mais qu'on puisse faire des connectivités avec les communautés qui sont déjà en place. On parle souvent du village, l'avenir du village. Pour nous, là, c'est un enjeu vraiment fondamental. Comment on est capable de connecter ces nouvelles personnes-là qui vont arriver au centre-ville de Montréal vers l'artère commerciale qui est juste à côté, qui est notre rue Sainte-Catherine, qui est le village, pour la faire vivre, pour la développer, pour développer le commerce de proximité aussi. On ne veut pas recréer un nouveau Griffintown, là. On part sur une planification urbaine avec les citoyens. On est en séance de consultation. Les gens peuvent déposer des mémoires pour qu'ils nous amènent des idées au niveau du verdissement, au niveau des connectivités entre le port, entre le village, entre l'Est plus Sainte-Marie. Donc, pour nous, là, ça, c'est un de nos enjeux majeurs pour l'arrondissement. Parfait. Et ce qu'on parle aussi, c'est probablement les enjeux à venir, si vous permettez. On parle beaucoup de l'enclavement, justement. L'enclavement, on parle de la 720 à ce moment-là, qui est réduit. On a le pont Jacques-Cartier. C'est quand même un croisé assez exceptionnel, Sherbrooke, Notre-Dame, ainsi de suite. Quels sont vos plans concrètement ici? Les plans concrètement ici, au niveau du PPU des Faubourgs, justement, on est à l'OCPM, donc on va aller chercher de l'information. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'entrée, la tête de pont, là, il y a quelque chose à faire là, au niveau de son réaménagement pour que ça coupe beaucoup moins le quartier en deux. Après, avec l'opportunité que Molson et Radio-Canada arrivent, nous permettent de revoir justement la 720 plus dans un modèle de boulevard urbain que dans un modèle autoroutier aussi. Donc, un réaménagement avec une vitesse beaucoup plus réduite, réaménagement en alignement des rues, parce que là, il y a des bâtiments qui vont s'enlever. On va pouvoir connecter des rues nord-sud, mais ça va nous donner aussi l'opportunité de connecter des rues est-ouest. Puis, donc, réduction des vitesses de circulation, de un, pour que ce soit beaucoup plus convivial, protection des citoyens qui transitent et qui traversent ces artères-là. Par exemple, on pense au programme de saillies qu'on a mis en place l'année passée, c'était près de 90 saillies. Cette année, c'est 90 autres saillies de trottoirs qu'on va mettre pour protéger les résidents. Bien, les temps de traverse aussi. On est en train de bâtir un plan local de développement. Comment on est capable d'augmenter les temps de traverse aussi pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. Mais en même temps, et ça avait été un projet qui avait été fait à l'époque sous le ministre Chevrette. À ce moment-là, de transformer justement la 720, de la transformer simplement en espèce de tunnel, si vous permettez, qui soit longiligne, couvert complètement jusqu'à l'autoroute 25. Pour vous, ce ne serait pas plus pratique, justement, de laisser les citoyens d'avoir cette liberté-là, d'accéder justement aux berges
en enterrant cette espèce d'autoroute-là. Tout à fait. Bien, le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie, c'est toujours un enjeu. Nous, plus qu'on peut en recouvrir, mieux c'est. C'est quelque chose de très, très cher là, au niveau de l'infrastructure. Oui, je pense qu'on peut changer, on peut faire des transformations plus du côté est qui ne demanderait pas un recouvrement parce qu'après, il y a aussi qu'elle sort de terre. Là, donc, là, ce serait difficile de la recouvrir à ce niveau-là. Je pense que c'est plus l'atténuation. Là, je pense que vous parlez plus du côté près du Palais des Congrès là, à ce moment-là. Non, nullement. Moi, je parle à ce moment-là simplement à partir de Lorimier jusqu'à l'autoroute 25. Ah, jusqu'à l'autoroute 25. OK, d'accord. Bien, ce recouvrement-là n'est pas évident, mais l'idée, c'est de faire de plus de connexions possibles et d'atténuer justement les circulations et d'avoir aussi du transport collectif. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est quand même un axe de transport assez important, absolument. Assez imposant. Même oui, absolument. Absolument, absolument. C'est un axe de transport, c'est un axe qui est utilisé pour les affaires, mais il ne faut pas que ce soit au détriment d'un milieu de vie aussi. Puis avec les investissements qu'on met dans l'Est, Notre-Dame aussi est un enjeu qui est très important. Si on est capable de changer aussi la vocation de Notre-Dame en faisant des connexions pour aller chercher la 40 aussi autrement, parce que l'idée, c'est tout ce qui est les enjeux portuaires et les enjeux des chemins de fer aussi, et tout ça. Donc, comment on est capable de revoir justement ces géométries. Est-ce que vous avez en ligne, ni plus ni moins, la gare de triage qui se trouve juste à côté de la rue Bercy? La gare de triage qui se trouve, ça c'est dans le district de ma collègue. Là. Donc c'est plus dans ces dossiers. Je sais que vous êtes plutôt dans l'aménagement. Oui, je suis moins dans l'aménagement, mais ça serait plus celle qui pourrait qui est sur ce dossier-là en particulier. Super. Puis au niveau maintenant du quartier des fonctionnaires qui s'en vient, à ce moment-là, on sent aussi qu'il va y avoir une explosion, ni plus ni moins, je pourrais dire, des coûts de logement. Comment vous voyez ça? Encore une fois, là, puis ça, je le répète parce que je suis responsable de deux dossiers qu'on pourrait croire antagonistes, mais qui, à mon avis, sont très liés, l'habitation et le développement économique. Pourquoi Montréal est attractif actuellement au niveau international? C'est parce qu'on est abordable. Pourquoi? Parce que, justement, les entreprises qui viennent à Montréal savent qu'ils vont pouvoir trouver de la main-d'œuvre, qui va être capable de se loger près des pôles d'emploi. Donc, c'est fondamental de conserver cette abordabilité-là. Donc, malgré qu'il y a des projets de développement, il ne faut pas les voir de façon antagoniste par rapport à une opportunité d'abordabilité. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Notre stratégie d'inclusion va permettre de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on va construire des logements pour des personnes un peu plus aisées, on va aussi construire des logements familiales, abordables et sociales. Et cette abordabilité-là, c'est fondamental pour notre attractivité au niveau du développement économique. Parfait. En terminant, la dernière question, est-ce que vous avez des mesures ou est-ce que vous prévoyez avoir des mesures contre justement la spéculation immobilière étrangère? Absolument. Ça, oui. C'est une demande qu'on a fait d'ailleurs dernièrement au niveau du gouvernement. Vous savez, Toronto et Vancouver, les prix ont explosé et là, bon, ils voulaient trouver toutes sortes de solutions là, pour répondre à cette explosion-là et ils ont mis en place une taxe pour les acheteurs étrangers. Nous, ce qu'on demande, on n'est pas encore rendu au niveau de Vancouver, mais on ne veut pas attendre de se rendre au niveau de Vancouver avant de demander le pouvoir de taxer les acheteurs étrangers, les acheteurs surtout spéculatifs. Donc, c'est une demande qu'on a faite au gouvernement actuellement. On n'a pas encore de retour par rapport à ça, de retour positif. On va continuer à le faire. On le sait qu'il y a un resserrement locatif actuellement qui se passe cet été. On veut éviter au maximum que Montréal et que le centre-ville et que les résidents de Saint-Jacques ne puissent plus se loger parce qu'on est 60 % de locataires à Montréal. Donc, si on n'est pas capable de se loger dans les grands centres, il y a un problème. Donc, oui, c'est un outil qu'on veut utiliser, mais ce n'est pas la panacée. C'est un outil parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'une fois qu'on peut avoir le pouvoir de taxer les acheteurs spéculateurs étrangers, il faut aussi qu'on mette des mesures concrètes sur l'abordabilité de façon durable. Et c'est ce qu'on veut faire. Donc, j'imagine que c'est la même chose aussi pour la location d'appartements Airbnb. Airbnb, on a déjà mis en place cette année dans le district de Ville-Marie une limitation au niveau d'Airbnb. On travaille de très près avec le gouvernement du Québec. La collaboration est bonne parce que c'est maintenant Revenu Québec qui va émettre les constats. C'est plus rapide pour eux, justement, de voir les contrevenants, mais nous, on a limité au maximum de ce qu'on pouvait faire la prolifération d'Airbnb. C'est une situation qu'on suit à la loupe parce que, effectivement, le Airbnb peut libérer énormément de parcs locatifs pour loger des personnes et des familles qui en ont besoin. Parfait. Bien, M. Baudry, merci d'être passé à l'heure des Merci à vous.